Donc effectivement, c'est un format conférence, mais on l'a travaillé plutôt table ronde en fait, parce que l'idée c'est que ce soit le plus interactif possible. On me l'a dit dans l'oreillette avant de commencer, il n'y a pas de questions bêtes, donc n'hésitez pas à poser les questions qui vous passent par la tête. Je fais juste un petit cadrage de ce dont on va parler. Vous avez le droit évidemment de poser toutes les questions que vous voulez. Si vous avez des situations particulières et personnelles à évoquer, je me permets de le dire, ce n'est pas forcément le lieu ici, puisque on est quand même sur des sujets qui sont un peu complexes. N'hésitez pas à contacter le centre hospitalier Esquirol si vous avez besoin de régler des petites choses qui vous concernent, voilà, ou des grosses choses qui vous concernent. Il y a des professionnels qui sont là pour ça. Je vais laisser la parole tout de suite à nos spécialistes, puisque moi je ne le suis pas, hein. Vous allez voir, si vous n'avez pas de questions bêtes à poser, moi j'en ai préparé, donc ne vous inquiétez pas. Je vais les laisser se présenter et peut-être aussi commencer par cadrer un peu le sujet, à savoir, quand on parle de trauma, on parle de quoi exactement? Je commence. Bon. Alors moi, je suis le docteur Nathalie Salomé, je suis responsable de la CUMP, la cellule d'urgence médico-psychologique. Qu'est-ce que c'est que la cellule d'urgence médico-psychologique? Vous en avez peut-être entendu parler. C'est un dispositif national, hein, bien évidemment, qui est déployé quand il se passe un événement potentiellement traumatique. C'est important, ce potentiellement. Un événement potentiellement traumatique collectif, hein, que ce soit par exemple des attentats, des événements climatiques, des catastrophes, quelles qu'elles soient, eh bien, on peut déployer la CUMP. La CUMP, ce sont des professionnels de santé mentale, mais on fait partie aussi du SAMU. Hein. Dans CUMP, il y a urgence. Donc, on a un dispositif qui dépend du SAMU, mais avec du personnel de santé mentale. Et donc, on va intervenir pour prendre en charge les personnes qu'on appelle des impliqués, c'est-à-dire que les témoins directs qui sont au sein d'un événement donc potentiellement traumatique collectif. Donc, un trauma, on va le voir. Il y a d'abord, pour avoir un trauma, il faut d'abord un événement. Un événement qui est un événement très particulier, puisque c'est un événement brutal, inattendu, dans un moment où on n'est pas du tout dans cette optique-là, et d'un seul coup, il se passe quelque chose. Donc, on est face à une confrontation, et dans ce quelque chose, c'est une confrontation à la mort ou à quelque chose qui est éventuellement dangereux pour soi, pour les autres, et donc qui va provoquer à ce moment-là ce qu'on appelle de l'effroi. Hein. L'effroi, c'est un mélange entre de la peur et de la surprise. Hein. Mais c'est une peur face à quelque chose qui est assez terrible, avec une mort qui est en général atroce, etc., à un moment où on ne s'y attend pas. Et donc, quand on est dans ces situations-là, on est ce qu'on appelle un impliqué, c'est-à-dire quelqu'un qui est potentiellement blessé psychiquement. Il y a des blessés physiques et puis il y a possiblement des blessés psychiques. Donc c'est pour prendre en charge ces personnes-là qu'on intervient. Et donc moi... Ouais, c'est bon ? Ok. Moi je suis Éric Charles, donc je suis praticien hospitalier, psychiatre. Je travaille au centre hospitalier Esquirol comme Nathalie. Pendant une bonne quinzaine d'années, j'étais membre de la CUMP et puis je faisais des consultations. On avait créé une unité de consultation de psychotraumatologie où on recevait des personnes en post-traumatique, on va en reparler, on va détailler, et puis des personnes qui développaient, qui avaient des conséquences des traumatismes psychiques, en particulier des états de stress post-traumatique. Ça aussi, on va vous en parler en détail, parce que je pense que ça va vous intéresser. Et puis voilà. Et c'est vrai que l'histoire des CUMP, elle remonte à loin. C'est 95, hein, c'est les attentats dans le RER. Et la CUMP s'est beaucoup développée.
Et quand Nathalie l'a repris en charge, à un moment où elle n'était pas moribonde, mais on va dire que c'était un petit peu difficile, elle était vraiment localement en train de s'essouffler. Et Nathalie a eu vraiment ce mérite de relancer un peu les choses localement. Et puis, à un moment où maintenant, en France, mais tu le diras mieux que moi, mais il y a des CUMP normalement dans tous les départements français. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut peut-être préciser quelles sont exactement les missions des CUMP, comment elles fonctionnent et quels sont les personnels qui y travaillent et comment on contacte la CUMP si on a besoin? Alors les CUMP, elles ont un fonctionnement qui suit... il y a une CUMP dans chaque département déjà, c'est important à le savoir. La plupart sont des départements fonctionnent avec des personnels de santé mentale qui sont volontaires, pas bénévoles, volontaires, c'est-à-dire que c'est sur leur temps de travail qu'ils vont pouvoir éventuellement être sur des interventions. Et puis, en dehors de ces départements, il y a aussi des CUMP. On est découpé en zones qui suivent les zones de défense nationale. Hein, c'est exactement les mêmes. Donc nous, en Vienne, on dépend de la CUMP zonale, qui est la CUMP Nouvelle-Aquitaine. Et puis en Limousin et aussi en Poitou-Charentes, à Poitiers et à Limoges, on est ce qu'on appelle des CUMP renforcés, c'est-à-dire que sur les ex-régions ou sur les régions qui sont un petit peu où il y a beaucoup de monde quand même, on a des moyens humains qui sont dédiés. Hein, on ne fonctionne pas qu'avec des volontaires. On a des postes qui sont créés pour ça. À la CUMP de Limoges, moi je suis sur un mi-temps de psychiatre, il y a des temps infirmiers, il y a 2 temps infirmiers, il y a des temps de psychologues qui sont là en permanence parce qu'on a cette mission d'intervention, mais aussi on a des missions de consultation. Et puis sur le Limousin, où on chapeaute la région Limousin, on a aussi des missions de coordination et de formation, puisqu'il faut former les volontaires. Ce ne sont pas n'importe qui peut être, on dit CUMPiste, hein, qui peuvent intervenir pour faire ces interventions précoces auprès des gens qui ont subi un événement. Il faut une formation particulière et il faut aussi un engagement. Donc voilà, ça se fait comme ça se fonctionne un peu de manière un peu pyramidale, on va dire. Oui, puis faut savoir qu'on peut aussi avoir ponctuellement une CUMP qui est mobilisée au niveau national quand il y a, en fait, pour la première fois en France, plusieurs CUMP régionales ont été mobilisées quand il y a eu les attentats du Bataclan. À ce moment-là, c'était la première fois en France où on mobilisait. Moi, je me rappelle, j'étais parti à ce moment-là, le lendemain des attentats, avec mes collègues bordelais et palois. Et on était montés pendant plusieurs jours à Paris et relever nos collègues lillois. Et nous-mêmes avons été relevés par nos collègues de l'Est. C'est-à-dire quand il y a un événement qui est gérable par une CUP départementale, ça se passe en local, mais si les moyens humains, soit parce qu'il y a beaucoup d'impliqués, soit parce que l'intervention va être longue, hein, il y a des interventions qui peuvent durer plusieurs jours sur des événements qui durent un peu, ou alors quand il y a beaucoup de personnes à voir, à ce moment-là, on demande des renforts au niveau de la zone, et même quelquefois des renforts au niveau de la France, donc comme disait Eric, par exemple, pendant les attentats de Paris, de Nice. Moi, j'étais intervenue aussi au moment du Covid dans les Antilles, etc. Et puis, on peut même aussi avoir des missions à l'étranger pour prendre en charge les ressortissants français à l'étranger sur des choses un petit peu particulières, donc avec ce qu'on appelle une task force, donc avec des missions même sur les ressortissants français à l'étranger. En ce qui concerne justement les traumatismes, comment est-ce qu'on peut définir un traumatisme dans le sens, est-ce qu'il y a des critères cliniques, est-ce qu'il y a des symptômes, comment est-ce qu'on peut expliquer, comment on reconnaît en fait si on souffre d'un traumatisme ou pas en fait tout simplement? Alors, il faut d'abord imaginer qu'il y a une temporalité. Hein, il se passe un événement particulier, puis il va se passer des choses tout de suite, un petit peu plus tard, et puis éventuellement à plus ou moins long terme, enfin à long terme. Donc il y a différentes temporalités, donc on ne va pas avoir les mêmes tableaux tout de suite après un événement ou dans le mois qui va suivre,
Et puis après, on peut avoir des séquelles qui s'appellent à ce moment-là le trouble de stress post-traumatique, qui vont se manifester au moins après 1 mois à distance de l'événement. Donc, on ne fait pas tout à fait la même chose dans les prises en charge à ces différentes étapes. Donc, la CUMP, d'ailleurs, on a une petite illustration éventuellement en régie avec une petite diapo sur la temporalité. La CUMP, elle intervient en principe surtout dans les 24 à 48 heures, tout de suite après un événement traumatique, et on va essayer un événement potentiellement traumatique. Et le but, ça va être de repérer déjà si des gens ont des réactions qui sont anormales. Il se passe un événement particulier. Imaginons que quelqu'un rentre brutalement dans cette salle et nous menace avec un fusil ou n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme style de réaction, à votre avis ? Alors, tout de suite, la panique. La panique, j'entends la panique. Pas forcément. La panique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que beaucoup de gens vont essayer de s'enfuir. Ils vont trouver les issues de secours, ils vont partir. Peut-être d'autres vont se cacher, peut-être d'autres... voilà. En fait, il y a tout un tas de réactions qui sont des réactions normales face à une situation de danger. Si on est un petit peu endormi là parce que notre discours vous intéresse pas trop, vous allez vite être réveillé. Tous vos sens vont être en éveil. Il va y avoir des manifestations qui sont physiologiques, d'hyper-réactivité et qui vont être des réactions réflexes. Vous n'allez pas du tout réfléchir à ça et vous allez vite essayer de trouver une solution, soit en vous cachant, soit en partant, etc. Donc il y a tout un tas de réactions qui sont physiologiques et qui sont normales, qui vont bien fonctionner dans la plupart des cas. Donc, des réactions de défense, c'est des réactions de défense. Dans 80% des cas, ça va se passer de manière tout à fait normale. Oui, bien sûr, vous allez avoir peur, votre cœur va palpiter, votre cerveau va être hyper en éveil, mais tout ça, ça va être pour que votre cerveau fonctionne le mieux possible face à une situation de danger imminent. Donc c'est de l'instinct et la plupart du temps, tout se passe très bien parce que ça va être des réactions qui vont être normales. Mais dans un certain nombre de cas, il va y avoir des réactions qui vont être anormales. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme réaction anormale face à une situation de danger comme ça imminent ? La sidération, par exemple, c'est une des réactions qui peuvent être dans une situation de stress aigu où, au contraire, je ne vais pas fuir le danger, je vais être complètement figé devant. Et donc, à ce moment-là, effectivement, c'est une réaction qui est pathologique et qui fait que je peux... Alors, ça peut durer plus ou moins longtemps, on peut rester figé un moment, puis d'un seul coup se dire, non, il faut que je réagisse. Mais ça peut être aussi un moment où on va être incapable de parler, de bouger, voilà, et on va rester face au danger. Il y a d'autres réactions. Tout à l'heure, vous avez parlé de panique. Alors, ça dépend quel sens de panique on met. Si la panique, c'est vite se dépêcher de sortir, c'est quelque chose qui est normal. Mais si c'est de la panique où je vais m'agiter, aller dans un sens, aller dans l'autre, et peut-être aller vers le danger, là, on est dans une réaction qui n'est pas adapté. On est dans un stress aussi dépassé. Puis il y a d'autres types de réactions possibles, comme par exemple aussi des gestes automatiques, où dans des situations extrêmes, on va faire des choses un peu étranges parce que c'est des gestes automatiques. Enfin, en tout cas, toutes ces réactions-là, ce qu'on appelle des réactions de dissociation, c'est comme si notre cerveau se mettait en blackout, face à une situation qui est devenue intolérable. C'est comme s'il y avait une espèce de court-circuit qui fait que face à la situation de danger imminent, face à l'horreur de la situation, on se met dans un état de stress dépassé. Et donc c'est important parce qu'on le verra après, c'est le fait d'avoir été en stress dépassé à un moment est un facteur de risque pour développer après des séquelles dans le trouble de stress post-traumatique. Est-ce que se jeter sur l'assaillant, c'est un stress dépassé ou c'est un stress adapté ? Eh bien, ça dépend. Okay. Si on est fort costaud, qu'on a une ceinture noire en judo, ça peut être quelque chose de très adapté pour essayer de
de capturer l'assaillant. Si je suis un petit bout de bonne femme et que j'ai rien sur moi et que je vais me mettre dans une situation où je vais à la catastrophe parce qu'il va me planter son couteau d'emblée, ça, c'est pas adapté. Voilà. On ne peut pas le dire directement comme ça à l'avance. En fait, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que quand il se passe un événement inattendu, exceptionnel, qui vient briser le quotidien, vous ne pouvez absolument pas savoir comment vous allez réagir. C'est impossible. Personne ne le sait, et on ne le sait que le jour où on y est confronté et on le découvre. Et les réactions qu'on va avoir, malgré tout, si elles restent des réactions non dépassées, on va dire, elles vont être liées à votre histoire, à ce que vous faites. Naturellement, quelqu'un qui est pompier volontaire, il va spontanément aller dans l'aide. Si là, on en parlait, une bombe explose, il y a des chances que spontanément, nous, médecins, on va aller vers la personne, on va aller voir la personne. Mais peut-être qu'aussi que nous, médecins, on va se dire, non, je vais chercher des secours. Non, je protège les autres personnes. Mais on va réagir en fonction de la personne qu'on est et de notre histoire. Par contre, si on est submergé mentalement, qu'on est complètement dépassé par nos émotions, parce qu'en fait c'est un débordement émotionnel, on n'a pas l'habitude de ça. Le cerveau est court-circuité. Tout à l'heure, je vous montrerai sur un petit schéma qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau. Mais à ce moment-là, notre cerveau, et on n'est plus en état de réagir et d'avoir un comportement réfléchi. Et c'est ça le stress dépassé, c'est qu'on est en mode automatique. Et le mode automatique, qu'est-ce qu'il nous fait faire ? Eh bien, il nous fait... moi, je vais vous donner très vite quelques exemples de choses qu'on m'a racontées. Eh bien, un pompier qui, au lieu de fuir les flammes, fonce dans les flammes. Un boucher qui habite au premier étage avec sa boucherie qui est en feu, qui va rester sidéré devant les flammes plutôt que de sortir, alors que 5 minutes avant, il avait réveillé toute sa famille, il les avait fait sortir de façon complètement adaptée. Un état de sidération absolue devant une situation qui est sidérante. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, il y a des questions, juste ici. Attendez le micro. Bonsoir. Petite question, on voit que dans certains pays, justement, on crée des espèces de stages pour habituer notre cerveau, justement, en cas d'inondation, en cas de feu, etc. Est-ce que c'est pas mettre le cerveau en alerte générale constante, en mode survie constamment, de nous entraîner à des moments comme ça ? Ben, c'est important de s'entraîner, hein. Comme le disait Eric, si on a l'habitude d'être un peu confronté à des situations un peu stressantes, si on est médecin, si on est pompier, etc., normalement, on a quand même plus d'armes pour faire face à des situations qui vont être compliquées. Donc s'entraîner, c'est important. On s'entraîne aussi, nous, professionnels, hein, on fait des exercices, par exemple des exercices préfectoraux pour s'habituer à des situations qui peuvent être chaotiques, parce que si les secours sont eux-mêmes dans le chaos, comment voulez-vous qu'on donne une image de rassurance ? Parce qu'on va voir que la rassurance, c'est déjà la première chose très importante. Donc il faut s'entraîner. Hein, c'est important. Oui, donc, oui. Oui, mais là, on est dans un contexte où professionnellement, on est enclin à peut-être plus souvent être face à ces situations de danger et d'alerte. Mais une personne du quotidien, finalement, espérons-le, ne vit ça jamais, ou peut-être une fois ou deux. Mais est-ce on va être confronté, il y a 70% des personnes qui vont être un jour confrontées à une situation potentiellement traumatique. Donc c'est beaucoup. Hein. On ne peut pas s'entraîner à tout. Oui, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un impact neurologique de créer une situation d'alerte et d'être sur le qui-vive et créer finalement un stress latent Alors, c'est une très très bonne question. Il faut déjà bien faire attention à savoir de quoi on parle, c'est-à-dire se préparer au traumatisme d'une façon globale, c'est impossible. Alors nous,
on va le faire parce que c'est notre métier dans le cadre de la préparation pour venir en aide aux victimes, aux impliqués, comme on dit. Par exemple, si vous êtes une citoyenne japonaise, vous allez vous préparer au tremblement de terre, mais vous allez avoir une préparation technique. Moi, à mon avis, on ne se prépare pas psychiquement et émotionnellement. C'est pas possible, et j'aurais tendance à vous rejoindre un petit peu, ça peut être même contre-productif et créer... Par contre, on peut avoir une préparation technique à certaines situations particulières. On vit en zone inondable, on anticipe et on réfléchit à qu'est-ce que je vais faire s'il y a une inondation. Et donc je suis prêt à cognitivement agir et réagir à cette situation. Je donnais l'exemple des Japonais, zone sismique, c'est la même chose. Voilà. Après, c'est difficile de se préparer, de préparer une population entière à une agression quelconque. Après, il y a la question des attentats. Ça... Et dans ces cas-là, comment les professionnels qui sont justement entraînés et confrontés plusieurs fois dans leur vie à des moments traumatisants, comment font-ils, eux, neurologiquement et intellectuellement, pour se détacher d'un stress Alors, constant? des fois, ça marche pas, et on appelle ça le traumatisme vicariant. Le traumatisme vicariant, c'est le traumatisme des secours qui, à force de se retrouver dans des situations extrêmement difficiles, peuvent finalement, eux aussi, être impactés. Et puis, il peut y avoir X sorties d'un pompier qui va très bien se passer, et puis celle qui va, je ne sais pas, lui rappeler un événement personnel, va pouvoir, même chez lui, même chez quelqu'un d'entraîné, va pouvoir aussi avoir un impact. Donc, on ne peut pas être sûr à 100% qu'on va se détacher et qu'on va avoir suffisamment de recul pour ne pas soi-même être impacté par la situation. Il me semble qu'il y avait une autre question là. Non, c'est bon? Oui, elle peut y aller. Sinon, il y a une question juste ici. Attendez, il faut parler dans le micro. Excusez-moi. Merci, bonsoir. La dissociation peut aller, il me semble, jusqu'à un arrêt total du corps. C'est-à-dire que le corps est quasiment arrêté, atonique. Et j'aurais aimé qu'on puisse peut-être échanger sur cette question-là. Ou alors j'ai anticipé peut-être quelque chose d'après, je ne sais pas. Non, vous n'anticipez rien du tout. On vous l'a dit, vos questions sont formidables, on vous le dit par avance. Mais je peux vous le redire. Non, là aussi, oui, vous posez une question qui est très importante, c'est la dissociation. Alors, comment vous expliquer la dissociation? C'est très difficile. Pendant très longtemps, nos maîtres psychiatres ont développé le terme de dissociation dans une maladie qu'on appelle la schizophrénie. Et pour eux, la dissociation était un symptôme de schizophrénie. Aujourd'hui, on a balayé ça d'un revers de la main et on sait que la très grande majorité des épisodes dissociatifs sont d'origine anxieuse et sont liés à de l'anxiété. Et dans le cadre d'un traumatisme, on parle de dissociation péritraumatique. Au moins, ça permet d'être clair. On est dans les minutes et les heures qui suivent un traumatisme, et il va se passer en nous quelque chose qui fait qu'il va y avoir une espèce de déconnexion entre notre corps et notre cerveau. Tout à l'heure, parce que là je m'appuierai sur une diapositive, je vous expliquerai un petit peu ce qui peut faire dissociation. Mais pour le moment, le définir simplement, c'est effectivement un état de sidération anxieuse dans lequel on est quelque part pétrifié. Et alors les discours, les personnes qui en parlent après coup ont des expériences très différentes d'une personne à l'autre. Certains vont avoir aucun souvenir de ce qui s'est passé,
et ne reconstruiront leurs souvenirs que parce que les gens autour d'eux leur raconteront. D'autres vont vous expliquer. Moi, la toute première personne, je me rappelle, c'était il y a longtemps, m'expliquait qu'elle avait l'impression d'être dans les nuages. D'autres personnes vont avoir l'impression d'être hors de leur corps, de se regarder agir, de se regarder faire. Les expériences sont vraiment très différentes, mais c'est vraiment cette idée de dissocier le corps qui est là et l'esprit qui est ailleurs. Vous savez, nous, on est capable, nous, psychiatres, de reproduire un état dissociatif. Je ne sais pas si vous avez une idée de comment on fait. On crée une transe hypnotique, en fait. On fait une séance d'hypnose, et dans une transe hypnotique, on crée un état dissociatif. Donc ce n'est pas forcément négatif. D'ailleurs, pour beaucoup, l'idée de l'état dissociatif, c'est un moyen, c'est une protection. Et souvent, des gens qui n'ont aucun souvenir d'un traumatisme, nous, on ne va pas forcément aller les chercher. Hein. On peut partir de l'idée aussi que notre cerveau est bienveillant et il nous protège de choses inacceptables et donc il nous protège de ça. Et notamment les gens qui ont des traumas crâniens sévères ont souvent des conséquences psychiques qui sont moindres que chez quelqu'un qui va avoir un trauma léger, qui va avoir des souvenirs de l'événement, alors que quelqu'un qui va être dans le coma très rapidement n'aura pas forcément de souvenirs de l'événement qui s'est passé et peut avoir beaucoup moins de conséquences psychiques que celui qui aura un trauma plus léger. Il y avait une question là-bas, il me semble. J'essaie de regarder si vous le regardez. Hein, mais... Bonsoir. Je voudrais revenir sur le traumatisme vicariant. Moi, j'ai grandi aux États-Unis et depuis plusieurs années, on forme les étudiants de la petite enfance jusqu'au lycée à des possibilités que quelqu'un vienne dans l'école avec un fusil. Est-ce que ça joue sur le développement, ça crée déjà une paranoïa qui aura des séquelles sur un cerveau qui est en plein développement? Pas sûr, hein. Bon, comme on disait tout à l'heure, c'est plus un entraînement, mais vous savez, en France aussi, hein, on a aussi dans les lycées, etc., des exercices intrusion, hein, c'est comme ça qu'on dit. Donc, se préparer, c'est pas forcément négatif. Alors oui, on peut dire que les gamins sont dans une ambiance un peu anxiogène en les mettant dans des situations comme ça. Je pense que l'anxiété, elle est un peu générale et que se préparer n'est pas forcément quelque chose qui est non plus... Alors sans être alarmiste, je pense qu'il faut être dans la demi-mesure pour tout ça, mais ça permet quand même en tout cas d'essayer d'avoir un peu plus de réflexes, comme on parlait tout à l'heure des réflexes de fuite ou de se cacher, etc. On imagine qu'on essaie de conditionner aussi à un certain réflexe d'action à faire et du coup, si ça devient un peu automatique, il y a moins peut-être de risque de se mettre dans des états de stress dépassé. Voilà. Oui, c'est pas préparer les gens qui est potentiellement traumatogène ou parce que, comme l'a dit Nathalie, en France on a appris à s'il y a un risque d'attentat se mettre sous les enfants, on leur apprend au risque de ne pas être très politiquement correct. Ce qui est traumatogène, c'est la société américaine. C'est en fait le fait que effectivement chaque enfant aux États-Unis vit avec l'idée que quelqu'un peut débarquer et zigouiller ses copains de classe. Nous, on n'a pas ça dans l'esprit, mais eux, tous les Américains doivent vivre avec cette idée-là. Et c'est ça qui, pour moi, est vraiment traumatogène. Merci. Moi, j'ai une question aussi. Parce que je vois qu'il y a la partie soins immédiats et soins post-immédiats. Et justement, il y a des formations qui se développent justement au premier secours de santé mentale. Est-ce que ça participe aussi de permettre, justement, si on se retrouve face à une situation potentiellement traumatique, de pouvoir mettre en place ces soins immédiats? Et justement, quels sont-ils exactement, ces soins immédiats? Je ne suis pas sûre que dans les formations premiers soins en santé mentale, on est plus dans la pathologie psychiatrique. Je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment des
Enfin, je ne le connais pas particulièrement, le programme, je ne suis pas sûre qu'il y ait des programmes par rapport à cette prise en charge qui est un petit peu spécifique. Quelqu'un, on disait tout à l'heure, quelqu'un qui est sidéré, qui ne va pas bouger, il va être facile à repérer. Mais ce n'est pas toujours aussi évident. Il y a des tableaux qui sont beaucoup plus fins sémiologiquement, et il faut un œil un peu averti, et c'est pour ça que les professionnels sont des professionnels de santé mentale, infirmiers, psychologues ou psychiatres, parce qu'il peut y avoir quand même des choses qui sont un peu fines, et donc avoir une formation de premiers soins en santé mentale, c'est bien, mais ça va être compliqué quand même pour une prise en charge complète. Ça se fait pas. Alors, s'il y a quelque chose de très important que tout citoyen peut faire et qui est hyper important quand on est face à quelqu'un qui vient de subir un événement difficile, c'est d'abord la première chose, c'est de la réassurance, c'est du bon sens, j'allais dire. C'est les choses les plus basiques. Est-ce que tu as froid? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu veux boire un verre d'eau? Est-ce que tu veux t'asseoir? Quand on a subi un événement potentiellement traumatique comme ça, il faut savoir que ça demande beaucoup d'énergie. On va cramer toute notre énergie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens qui ont subi ça, quand on va les prendre en charge, par exemple en CUMP, on ne va pas les prendre en charge longtemps. C'est des entretiens qui sont courts. Pourquoi? Parce qu'ils sont crevés. Les gens, ils sont crevés. Et ils n'ont qu'une envie, c'est rentrer chez eux, être au chaud, être avec leur famille, être avec un soutien social, familial. Et ça, nous, tous citoyens qu'on peut être, c'est des choses qu'on peut déjà faire et qui sont très, très importantes. On appelle ça de la réhumanisation, parce que quand on est face à une agression ou à quelque chose comme ça, on a perdu un peu le sens des valeurs, le sens humain, etc. Et on ne croit plus forcément. C'est vraiment très difficile. Et donc, être là, être présent, être chaleureux, être empathique, et puis veiller aux choses très, très, très basiques, c'est déjà énorme. Donc, si déjà on peut faire ça, c'est déjà très, très bien. Est-ce que du coup, ça serait intéressant là, parce qu'au moment où on en est, peut-être tu nous décrives un petit peu ce que c'est qu'une intervention, là quand on voit en soins immédiats, et puis peut-être expliquer un peu l'intervention quand elle est individuelle ou collective. Alors, le but de ces interventions précoces, quand on va arriver, donc on est déclenché, on posait la question tout à l'heure, comment on est déclenché, comment la CUMP est déclenchée, c'est simple, c'est par le 15. C'est le SAMU qui nous déclenche. Il se passe un gros accident, il se passe quelque chose de particulier, il y a des blessés peut-être, mais il y a aussi des impliqués. Ils vont nous dire, là, il y a beaucoup d'impliqués, il y a plein de gens qui vont pas bien, il s'est passé quelque chose, il faudrait que vous y alliez. Donc on va se déplacer, on va aller sur place la plupart du temps. Alors, soit tout de suite, soit dans le lendemain ou dans les jours qui viennent, ça dépend un peu des circonstances. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire verbaliser une première décharge émotionnelle. C'est ça le but de la manœuvre, c'est d'essayer de faire baisser cette charge émotionnelle intense, pour que les gens retrouvent un peu leur sérénité. On n'est peut-être pas jusque-là, mais au moins un certain calme, un certain retour à un certain équilibre. Et ça va passer par une manière de faire raconter le récit très particulière. On fait de manière très chronologique. C'est un peu comme si on aidait les gens à voir, comme s'ils avaient un espèce de kaléidoscope de ce qui s'est passé pendant l'événement. Et on va essayer de remettre un peu les images dans le bon ordre, dans la bonne chronologie. Donc on va faire un récit très chronologique en leur faisant exprimer leurs émotions de manière... on va essayer de recevoir ce premier récit et cette première émotion. C'est ça le but de cette prise en charge. Le but, c'est d'essayer d'atténuer les impacts émotionnels sur le moment, tout de suite, en immédiat.
Et puis, quelquefois, on n'est pas déclenché tout de suite. Et puis, on va intervenir dans les jours qui vont suivre parce que, eh bien, après, et ça, c'est des réactions normales, hein, dans les jours qui vont suivre, il va se passer un certain nombre de choses. On va probablement mal dormir, on va sûrement sursauter un peu plus, on va être un peu sur le qui-vive, on va être un peu nerveux, un peu angoissé, etc. Ça, c'est des réactions qui sont normales, mais qui, normalement, doivent s'atténuer dans les jours qui vont suivre. Et il se trouve que quelquefois, ça ne s'atténue pas, hein, ça reste un peu plus, ou ça fait vraiment souffrir, ou ça a un impact important, parce que, par exemple, si je ne dors pas pendant 8 jours après un accident ou je ne sais pas quoi, ça va devenir quand même problématique. Et c'est là que les soins en post-immédiat sont intéressants, parce que il y a un moment, il faut quand même faire quelque chose. Et si les réactions ne sont pas simplement banales et s'atténuent petit à petit dans les jours qui suivent. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, merci docteur pour vos interventions intéressantes et accessibles. Est-ce que donc vous nous avez parlé d'événements brutaux et inattendus, donc dans le domaine des catastrophes naturelles ou d'attaques ou autres. Est-ce qu'on peut extrapoler, même si c'est pas votre domaine, juste avoir un avis sur des événements qui arrivent de manière plus subrepticement, de manière sur la durée et de manière discrète. Par exemple, dans le milieu du travail, donc ça reste quand même du collectif. Est-ce que, juste pour avoir une idée, sur votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire de manière sur la prévention et sur les interventions urgentes éventuellement, parce que je crois qu'il y a des blessés psychiques aussi dans ces milieux. Et question secondaire aussi qui concerne tout le monde, ce sont juste votre avis sur les déserts médicaux et notamment dans votre domaine psychologique et psychiatrique. Merci. Alors, les situations au travail, j'imagine que vous voulez parler de choses comme du harcèlement ou des choses comme ça. C'est sûr que là, on parle de trauma unique. Il se passe un événement particulier et la CUM va intervenir sur des événements uniques. Mais il y a évidemment beaucoup de situations où les traumas ne sont pas uniques et ils vont être répétés, hein, que ce soit dans les situations de violence intrafamiliale, d'inceste, etc. C'est des choses qui vont être au quotidien, qui vont être répétées, qui vont avoir aussi un impact parce qu'on est là dans ce qu'on appelle des traumas complexes, hein, c'est-à-dire des choses qui vont être sur la durée et qui vont être répétées, donc c'est pas la même chose. Le harcèlement est un petit peu à la limite. Le harcèlement au travail, par exemple, hein, c'est un petit peu différent. Il n'y a pas la confrontation à la mort. C'est quand même ça l'événement, l'aspect crucial. Et donc on ne peut pas parler de trauma vraiment. On ne peut pas parler de troubles de stress post-traumatique dans les conséquences après, parce qu'il n'y a pas cette situation de danger immédiat, de danger de mort. Voilà. Alors, il y avait une question là-bas, c'est ça ? Et les déserts médicaux ? Ah oui. Là, il faut nous laisser quelques heures de plus. On va faire une deuxième conférence, en fait. Si ça vous permet, on va peut-être pas répondre à cette question, parce qu'on a tellement de choses à dire, ça serait dommage. Bonsoir. En fait, ma question était similaire à la question précédente. Donc, vous parlez de trauma dû à un événement brutal et vécu en groupe. Mais en fait, je voulais savoir si au cours de cette table ronde, vous allez évoquer justement des traumas qui sont répétés, et qui durent, par exemple, dans l'enfance, l'adolescence. Est-ce que c'est des traumas qui laissent peut-être tout autant en fait de séquelles que des traumas dus à un événement traumatique comme peut l'être un attentat? Et donc, est-ce que vous allez l'évoquer ce soir, ou sinon, est-ce que c'est une requête, vous pourriez le présenter l'année prochaine? Non, mais on peut l'évoquer, bien sûr. Les traumatismes répétés, les traumatismes durant l'enfance, effectivement, nos
collègues pédopsychiatres ont beaucoup travaillé sur le sujet. Il y a beaucoup de choses qui ont été développées, en particulier dans les pays en guerre, dans les pays où il y a des catastrophes naturelles, où effectivement on peut avoir des enfants. Il faut savoir que un enfant qui va être victime de traumatisme psychique, qu'il soit unique ou répété, va développer des symptômes qui sont assez différents de ceux que va développer un adulte. Et donc la clinique est très différente, mais voilà, on a beaucoup de spécificités. Alors, par rapport au traumatisme répété, le risque principal, c'est de développer une forme de syndrome de stress post-traumatique à distance, qu'on appelle l'état de stress post-traumatique complexe. D'autres l'appellent état de stress post-traumatique de type 2. Après, voilà. Mais c'est effectivement quelque chose qui est connu et sur lequel on est extrêmement attentif. Bonjour. Lors de la question précédente sur le stress post-traumatique au travail, c'est-à-dire avec le harcèlement moral, vous avez signalé que pour vous, on ne pouvait pas parler de traumatisme parce que c'était unique. Est-ce que c'est pas... Parce qu'il n'y avait pas de confrontation à la mort. Or, je ne dis pas que c'est pas... Oui. Il n'y a pas des conséquences, mais c'est pas la même chose parce qu'il n'y a pas de confrontation à la mort. Oui. Alors, la confrontation à la mort, effectivement, elle peut être immédiate ou elle peut être induite, puisque il y a eu des vagues de suicide dans certaines entreprises ou autres. Personne qui assistait à ce type de harcèlement dans la salle n'aurait imaginé, il n'aurait même eu l'idée d'appeler le 15 et d'appeler une CUMP. Parce que c'était pas imaginable. La CUMP n'intervient pas sur le harcèlement. Voilà, moral. justement. Non. Donc là, on dit ils ne sont pas confrontés à la mort, mais tout simplement parce que l'imaginaire collectif ne l'imagine pas. Enfin, les collègues ne l'imaginent pas. Oui, mais là, dans une situation, si à un moment il y a un suicide, là, on est dans quelque chose de potentiellement traumatique. Là, oui. Là, le concept de la mort, il est réel. Dans le harcèlement moral, dans le harcèlement au travail, les conséquences sont terribles. Les conséquences peuvent même être parfois bien plus graves que les conséquences d'un traumatisme psychique, soyons clairs. Mais on n'est pas dans le même type d'événement et on n'est pas dans le même type de conséquences. Les conséquences vont être différentes et dans un traumatisme psychique, on a vraiment des critères qui sont vraiment spécifiques. On va, si vous voulez, on va peut-être... Boris, à la sono, il va nous mettre ma première diapo, je vais me lever. Mais non, tu l'as Je ne vais pas me lever. Tu l'as sur l'écran, là, si jamais tu veux. Mais moi, j'aime bien me lever. Ah, mais alors, lève-toi. Alors, j'ai rien dit. Ah, bon. Prends la place sur la scène, si tu veux. Ok, alors oui, mais là, j'ai rien. Alors, voilà, les critères... Ah ouais, non, mais je vais me lever quand même, parce que... Je vais vous tourner le dos, c'est mal poli, mais... C'est pour que vous voyez, quand le DSM-5, c'est notre classification des maladies, qui est une classification américaine, mais qui est utilisée partout dans le monde, et qui nous permet de communiquer entre nous et de parler de la même chose, quel que soit le pays dans lequel on travaille et quelle que soit notre, nos notions médicales et de psychiatrie. Donc, vous voyez... Facteur déclenchant, l'exposition à la mort réelle ou à la menace de mort, à une blessure grave ou à des violences sexuelles qui résultent d'un ou plus des scénarios suivants. Alors, violences sexuelles. Moi, clairement, principalement, des principales causes d'état de stress post-traumatique à distance et donc un traumatisme psychique très réel et très clair, c'est le viol. L'agression sexuelle. Et là, vous allez me dire, mais oui, mais quelle confrontation avec le réel de la mort ? Eh bien, de manière quasi systématique, quand on interroge quelqu'un qui a été victime d'une agression sexuelle, la pensée de la mort est présente et omniprésente. Je permets ce petit aparté. Donc, vous voyez les critères
Ça peut être éprouver directement l'événement traumatisant. Ça, c'est nos connaissances habituelles. Moi, quand, il y a 20 ans, j'ai débarqué de Lille, formé à la psychotraumatologie là-bas, pour moi, ça s'arrêtait là. On s'arrêtait à A1. Mais depuis, ça a évolué. Et le fait d'avoir été témoin d'un événement traumatisant, c'est aussi possiblement un événement traumatique. Et ça, c'est réel parce que à l'époque, quand je vous dis, moi, on n'avait pas cette notion-là, mais moi, je parlais de manière systématique de traumatisme par procuration. Parce que, on ne pouvait pas dire psychotraumatisme. Troisième élément, apprendre que l'événement traumatisant est arrivé à un proche, avec mort réelle ou menace de mort. Moi, j'ai ce souvenir-là. Une des premières personnes que j'ai vues, une de mes plus anciennes patientes, que je vois encore aujourd'hui, même si elle va bien, mais voilà, je continue à l'accompagner. Elle est venue me voir, je vous raconte en 2 mots l'histoire. Son mari, militaire, en Afghanistan, et elle découvre à la radio, à la télé, je ne me souviens plus, qu'un tank a été attaqué, a explosé par les personnes sur place. Et elle sait que son mari, il conduit des tanks. Et elle sait qu'il est dans cette région. Et cette femme, pendant 1 semaine, elle n'a aucune nouvelle. Et au bout d'1 semaine, elle a son mari qui l'appelle et qui lui dit, voilà, je suis toujours vivant. Et elle lui dit, mais j'ai appris ça. Elle me dit, oui, c'est le tank, c'est moi qui le conduisais. Mais voilà, pendant 1 semaine, je n'ai pas pu t'appeler, je n'étais pas en état, là je vais bien, mais c'était pas possible, secret défense, etc., plein de choses. Et elle a véritablement développé un état de stress post-traumatique extrêmement sévère, peut-être le plus sévère de tous les patients que j'ai vus. Donc, vous voyez, là, on est à distance. Autre élément, être exposé de manière répétée ou extrême à des détails liés à l'événement. C'est ce que Rachel Yehuda appelait l'onde de choc traumatique. C'est-à-dire, et ils avaient évoqué ça après les attentats à New York, en montrant qu'on avait des taux d'état de stress post-traumatique qui étaient extrêmement élevés à travers tous les États-Unis, et en fait que cette prévalence, cette fréquence des états de stress post-traumatique diminuait au fur et à mesure qu'on s'éloignait des tours jumelles. On peut mettre la suivante, parce que peut-être que justement je l'évoque ça. Et du coup, c'est ces questionnements-là qui viennent. Vous voyez, traumatisme par procuration, donc je vous en ai parlé, et cette idée de traumatisme collectif. Moi, j'ai le souvenir aussi de collègues de travail qui, quand je suis revenu de Paris, après le Bataclan, m'expliquaient qu'eux-mêmes avaient vécu ça comme un traumatisme et en avaient été complètement chamboulés. Ouais, ce que je vous disais, l'onde de choc traumatique, et c'était ça où vous voyez dans l'ère périurbaine 11,2% d'état de stress post-traumatique et 4,3% dans le reste des États-Unis. Alors on sait que la couverture médiatique a un impact très fort. On parle, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'état de stress post-traumatique chez les personnes âgées. On sait que le déclenchement d'un état de stress post-traumatique chez une personne âgée va être très fréquemment lié à des situations qui vont rappeler l'événement traumatique de façon directe ou indirecte. Et la couverture médiatique en est un exemple. Quand là, on fêtait, c'est horrible, j'ai oublié ce que je viens de dire. C'était l'anniversaire, la date anniversaire des attentats justement à Paris. Donc moi, j'ai été beaucoup sollicité médiatiquement, mais de manière systématique. Parce qu'à chaque fois, ils me demandaient, oui, mais est-ce que vous connaissez des victimes? Est-ce qu'on pourrait les contacter? Je leur disais, non, foutez-leur la paix. Foutez-leur la paix. Laissez-les tranquilles. Voilà, c'est tout, c'est bon. Je me rassois. Il y a des questions encore.
Bonsoir. Moi, je me demandais, suite au diapo que vous venez de passer, si quelqu'un qui a subi un psychotraumatisme a forcément besoin d'être suivi par un psychiatre ou psychologue, ou est-ce qu'on peut très bien arriver à s'en sortir tout seul? Heureusement, on aurait trop de boulot. Hein. Oh là là, comment on ferait? Heureusement. Non, non, bien sûr, il y a plein de gens. D'ailleurs, même quand on va en intervention, on ne voit pas tout le monde. Il y a des gens qui ont vécu la chose et qui disent non, ça va, je gère. Heureusement, la plupart du temps, il n'y a pas besoin. Hein. Ou souvent aussi, on voit les gens, on va les voir, ils vont être dans l'émotion, on va faire une prise en charge et puis ça va s'arrêter là. C'est un one shot hein, la plupart du temps. Sauf chez des gens on va repérer un trouble un stress dépassé ou qu'on va sentir particulièrement fragile. Ceux-là, on va probablement les revoir dans les jours qui vont suivre. Mais heureusement, la plupart du temps, on ne voit pas tout le monde. Hein. Non, non. Oui, on considère que plus d'une personne sur deux sera impliquée dans un traumatisme psychique. C'est aussi simple que voilà, je mets là, clac. Vous, oui. Vous, non. Pardon, je peux faire l'inverse, hein, si vous préférez. Est-ce qu'il y a des sujets à risque? Est-ce qu'il y a des typologies? Il y a des de personnes? facteurs de risque. Alors, les facteurs de risque, c'est être une femme. Hein. Voilà, déjà. Il y a le fait d'être isolé, le fait de ne pas avoir de soutien familial, social, ça c'est un facteur de risque. Donc déjà, voilà, c'est des facteurs. Et puis le fait d'avoir été en stress dépassé à un moment est un facteur de risque pour avoir des séquelles après, donc dans le trouble de stress post-traumatique. Et est-ce que l'état de stress post-traumatique peut se déclencher, apparaître bien longtemps après l'événement? Ou est-ce qu'il y a des signes qui apparaissent immédiatement après et qu'on ne remarque pas? Ou est-ce que ça peut ressurgir d'un coup parce qu'il y a un stimuli un jour Alors peut-être c'est le moment d'expliquer ce que c'est qu'un trouble de stress post-traumatique déjà, parce que serait-ce pas le moment? On n'a pas dit ce que c'était. Alors, je vous laisse faire, hein, parce que moi je sais pas. Le trouble de stress post-traumatique, en fait, c'est des conséquences qui vont apparaître un peu à distance. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de trouble de stress post-traumatique avant un mois. Et c'est des choses qui vont être des séquelles. Alors les premières choses, hein, c'est ce qu'on appelle les reviviscences, les flashbacks, c'est-à-dire des images qui vont s'imposer à soi alors qu'on s'y attend pas forcément. Ça, c'est les reviviscences. Je vois ce chemisier vert là, et d'un seul coup, hop, ça me rappelle la personne que j'ai vue allongée par terre lors d'un accident, par exemple, ou des choses comme ça. C'est-à-dire à un moment où on s'y attend pas, pouf, il y a une intrusion, hein, des images, des sons, voilà, qui font que ça revient comme un boomerang et de manière comme si ça venait de se passer. Hein, c'est assez caractéristique. Donc ça, c'est les premières conséquences avec toutes ces conséquences intrusives. Il y a aussi une hyper-réactivité. Hein. On va être un peu sur le qui-vive, on va sursauter au moindre bruit, avec des choses qui vont rester aussi, avec des troubles du sommeil, avec des conséquences aussi hein, qui peuvent apparaître derrière. J'ai des troubles du sommeil, je me sens pas bien, je me sens angoissée, etc. Je vais prendre un petit peu d'alcool le soir pour dormir, et puis un petit peu de benzodiazépine aussi, et puis voilà, avec des risques hein, d'addiction derrière. Il y a un autre phénomène qui est important aussi, et qui est souvent considéré comme une façon de se protéger, et malheureusement, c'est pas une bonne façon de se protéger, c'est ce qu'on appelle toutes les conduites d'évitement. C'est-à-dire que je vais éviter tout ce qui peut me rappeler l'événement qui s'est passé. Alors ça peut être le lieu, bien évidemment, ça peut être ne pas remonter dans une voiture ou dans un transport en commun parce que j'ai eu un accident comme ça, mais ça peut être aussi éviter aussi les gens parce qu'ils vont me poser des questions sur ce qui s'est passé, éviter de sortir de chez moi parce qu'on ne sait jamais, l'extérieur peut être vécu comme un danger, etc. Et petit à petit, avec toutes ces conduites d'évitement, ça va amener un handicap, hein, vraiment, hein, avec des conséquences sur la vie de tous les jours, sur le fait que on va se replier un peu sur soi, on va voir moins de monde, voilà, et du coup ces conduites d'évitement qui au départ sont c'est humain, hein, on se dit je vais éviter toute situation de danger, donc je me protège comme ça.
Bah oui, mais on ne peut pas se protéger de tout. Et puis le risque, c'est de s'isoler et de ne plus avoir de vie sociale, affective, professionnelle, etc., etc. Voilà. Et puis, il peut y avoir aussi des conséquences sur le plan de l'humeur, avec quelqu'un qui risque de devenir plutôt aigri, plutôt désabusé, n'ayant plus confiance aux autres. Souvent, les gens qui ont vécu des événements comme ça ont le sentiment d'une perte d'appartenance. Hein. Ils disent, vous ne pouvez pas comprendre, vous n'êtes pas passé par où je suis passé. Et du coup, ils vont avoir tendance à se renfermer un petit peu aussi, ou à se mettre... Alors, ça peut être une bonne chose, hein, se mettre un peu entre eux, en association, ça peut être une bonne chose, à condition de s'en sortir. Voilà, donc c'est tous ces symptômes-là qui vont apparaître et qui vont rester et qui peuvent rester. Donc il y a des troubles de stress post-traumatique qui peuvent être chroniques quand ils commencent à dépasser 3 mois, et c'est plus difficile à traiter. C'est ce qu'on va faire à ce moment-là. C'est plus la CUM qui s'occupe de ça, ce sont les consultations de psychotraumatologie. Oui, il y a une question là, pardon. Ah, non, alors Oui. battez-vous. Alors moi j'ai une question, mais c'est par rapport à ce que vous avez déjà dit il y a bien plus longtemps. Donc, vous avez parlé des traumatismes crâniens et vous avez dit, vous m'entendez pas ? Vous avez dit dans le cadre du traumatisme crânien qu'il y en a qui s'en sortent bien mieux parce qu'il n'y a pas de mémoire. Des fois, oui. Est-ce que c'est parce qu'il y a dissociation ou c'est le coma qui amène pas de mémoire ? Ou les deux, hein. Non, c'est le coma qui fait qu'il n'y a pas de souvenir, donc il n'y a pas de rappel de ce qui s'est passé. Souvent, il y a une espèce de trou noir. Alors, je ne dis pas que c'est confortable, hein, parce que souvent, les gens, ils ont envie de savoir ce qui s'est passé et ils cherchent, et souvent en vain, hein, parce qu'il n'y a pas forcément des souvenirs qui vont arriver, mais c'est le coma en général qui fait ça. Ouais. Oui, on peut retrouver ça aussi avec les commotions cérébrales. Phénomène d'amnésie. Merci, bonjour. J'aimerais savoir pourquoi être une femme est un facteur de risque. Parce que... Est-ce qu'il y a une explication ? Alors que les choses soient bien claires. Que les choses soient bien claires. Il n'y a pas des gens qui sont plus forts et qui ne risquent rien parce qu'ils sont forts, ils sont costauds. Je sais pas, je pense, voilà. Donc c'est être une femme, ça veut pas dire être faible. Hein, attention, j'ai pas du tout dit ça, et c'est pas une question de force de caractère ou de faiblesse de caractère ou voilà. Donc, mais il se trouve que statistiquement, c'est comme ça. Alors, moi, on m'a posé plein de fois cette question. C'est pour ça que j'attendais que Nathalie réponde pour savoir si elle avait des meilleures réponses que moi, parce que c'est super dur. Moi, je me suis demandé si c'était pas lié aussi beaucoup au fait que un des principaux éléments qui fait état de stress post-traumatique, je vous en ai parlé, c'est les agressions sexuelles, et que dans une grande majorité des cas, c'est plutôt les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles. Donc je pense, c'est ce qui explique aussi la différence il y a à peu près une différence de 10%. Donc comme je vous disais, on est 50% d'être exposé à un psychotrauma, c'est 60% chez les femmes. Alors c'est des vieux chiffres, donc peut-être qu'ils ont évolué là. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est un petit peu l'idée de cette différence. Je fais juste une parenthèse avant qu'on reprenne les questions. Il est 20h-5. Je vous l'annonce, il nous reste 20 minutes. Voilà. Donc c'est juste pour que tout le monde n'aura peut-être pas le temps de poser sa question. Je préfère l'annoncer dès maintenant. Surtout qu'il va falloir que je parle du cerveau, parce que sinon je ne serai pas invité l'année prochaine. C'est vrai que c'est la thématique, le fil rouge, on va dire, de ces conférences-là. Il y avait une main ici. Bonsoir. Ah. Pardon. Allez-y, pardon. Moi, j'aurais voulu connaître un petit peu l'historique dans les prises en charge, en fait, entre les prises en charge par la psychanalyse. Maintenant, on en arrive à l'EMDR. Enfin, voilà, l'évolution de toutes ces techniques de prise en charge pour accompagner les personnes. Si vous pouvez vous expliquer un petit peu. Alors, le trouble de stress post-traumatique, c'est quelque chose qui n'est pas facile à traiter. Heureusement, il y a beaucoup de techniques.
Alors la plupart des techniques de thérapie, ce sont ce qu'on appelle des thérapies d'exposition, c'est-à-dire on va confronter la personne à son événement, à son trauma, et petit à petit, alors à différentes techniques, l'idée c'est qu'il y ait une espèce de désensibilisation, d'habituation à se trouver confronté à ce trauma. C'est le principe un peu général des thérapies d'exposition. Donc après, il y a différentes techniques là-dedans. Ça peut être, par exemple, il y a une technique qui s'appelle, je viens de me former à ça s'appelle la Written Exposure Therapy. C'est nouveau. Ça se fait par l'écriture, par exemple. Le MDR fait ça aussi. Enfin, il y a plein de techniques différentes. L'avantage, c'est que voilà, ça fait une grande palette qui est un peu large et qui permet, selon les thérapeutes qu'on va voir, après chaque thérapeute a aussi un peu ses outils propres. Voilà. Donc la plupart des thérapies sont des thérapies d'exposition. J'ai pas, moi, d'expérience sur la psychanalyse dans le psychotrauma. Je sais pas si tu... Ouais, alors moi, il faut mieux pas que j'en parle parce que les boutons voilà. vont me pousser brutalement. Je vais me mettre en PLS. Oui, mais... je suis j'aurais pas dit ça d'entrée. Je me serais pas dit... Non, alors s'il y a bien... Alors, moi, j'ai mis des gros doutes déjà sur la psychanalyse, mais alors, en plus, en post-traumatique, dans le cadre des psychotraumatismes, là, pour moi, c'est très problématique. Non, les techniques qu'a décrit Nathalie sont vraiment adaptées. Le MDR, qui est basé sur les mouvements oculaires, en fait, qui a été développé par Francine Shapiro, je cherchais son nom. En fait, c'était quelqu'un qui est formé à la base au TCC, thérapie cognitivo-comportementale, donc thérapie d'exposition, comme expliquait Nathalie, et qui, en même temps, se formait à l'hypnose, et donc qui a utilisé cette combinaison. Après, souvent, nous psychiatres, on est aussi psychothérapeutes, et donc on a des formations spécifiques en psychothérapie. Donc vous l'avez compris, moi je suis formé à l'hypnose, et j'ai dirigé pendant plusieurs années un diplôme universitaire d'hypnose, et dans lequel on avait une partie, je faisais une formation sur spécifiquement l'utilisation de l'hypnose dans les états de stress post-traumatique, mais qui est très proche des TCC, très proche de l'EMDR. Hein. Il y avait une question là de ce côté. Oui. Allez-y. Et après, il y a une question là-bas aussi. Ouais, non, c'était juste par rapport au fait que les femmes étaient plus représentées. Est-ce qu'elles ne sont pas plus amenées à verbaliser, en fait? Est-ce qu'elles ne verbalisent pas plus aussi facilement tout ce qui est autour du stress? Je vous confirme, il n'y a qu'à traîner ces guêtres dans le SAMU où ils sont tous non, j'ai pas besoin, j'ai l'habitude, etc. Ouais, des fois, effectivement, c'est que c'est un peu plus délicat d'avouer que ça a été particulièrement difficile, ça a été impactant. Oui, il y a de ça aussi, bien sûr. Vous êtes beaucoup plus forte que nous pour exprimer vos émotions, ça c'est clair. Nous, on est nuls. Et ça, on le voit dans tous les domaines. Moi, je travaille beaucoup avec des sportifs de haut niveau. Les médecins du sport, ils passent leur temps à venir me voir, ils me disent oui, mais pourquoi plus les filles? Pourquoi il y a plus grand? Parce que vous parlez plus et plus facilement, et vous allez plus facilement venir chercher de l'aide. Vous n'avez pas besoin de... Enfin bon, bref. Vous avez compris ce que je voulais dire. Oui, un homme prend la parole. Ma question, la réponse a été apportée, je crois, partiellement. C'est un peu pas directement dans le sujet, mais dans la salle ici, à la Grande Louche, il y a moins de 20% d'hommes et bien plus que 80% de femmes. C'est juste un constat. Est-ce que les hommes, ils croient savoir, ils savent, ils n'ont pas besoin, ou les femmes, justement, ont plus de risques d'être exposées, etc. C'est l'interrogation que j'ai. Déjà, ils savent faire atterrir des avions. Donc, voilà. Peu importe le contexte. Non. Voilà. Moi, on m'avait dit que c'était le charme de l'orateur, mais non. Est-ce que tu veux parler de la mécanique du cerveau, le coup? Oui. Si Boris me met et je me relève.
Alors, ça a un peu bougé de mon... Alors en fait, alors vous allez avoir des mots un peu compliqués. On peut avancer un... Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans une situation, j'ai mis une situation de danger quelconque. Le thalamus, zone du cerveau, va être activé. C'est quoi le thalamus? C'est la zone de votre cerveau qui va créer les émotions. Vos émotions, la peur, la joie, la tristesse, elles sont originaires du thalamus, c'est-à-dire que si on vous enlève le thalamus, vous n'avez plus d'émotions. Ça vient du cœur. Hein. Le thalamus transmet l'information à l'amygdale. Et alors, c'est quoi l'amygdale? L'autre, pas celle-là, celle qui est dans le cerveau, dans les zones vraiment très profondes de notre cerveau. On n'est pas en cortical, à la surface du cerveau, on est très profondément dans le cerveau. Et l'amygdale va être la mémoire, la zone à la fois de la mémoire des émotions et la zone de réception de tout un tas d'informations et la zone d'expression des émotions. D'accord ? L'hypothalamus, il va recevoir, j'ai oublié de vous dire, mais lui, il reçoit toutes les afférences sensorielles, audition, vue, etc., et va les transformer en envoyant le message à l'amygdale. Pour être plus précis, c'est plutôt l'amygdale qui va créer les émotions. Qu'est-ce qui se passe dans une situation de danger ? Il y a une information qui va dans l'hippocampe. L'hippocampe et l'amygdale, c'est deux parties de notre cerveau qui sont vraiment très proches, connectées ensemble. Et si je veux être très schématique, quand vous travaillez, quand vous révisez des examens ou quand vous allez vous rappeler un peu de ce qu'on a dit, c'est votre hippocampe qui travaille. Si ça vous touche émotionnellement ce que je vous dis, vos souvenirs, ça sera l'amygdale. Donc l'hippocampe, il va dire à notre amygdale, via le cortex associatif, c'est des zones du cerveau qui relient toutes les autres zones du cerveau entre elles. Donc l'hippocampe, il dit, ouais mais ça, cette situation-là, tu l'as déjà vécue il y a quelques années et tu t'en es bien sorti. Ou ouais, tu l'as déjà vécu, t'inquiète pas, c'est pas grave. Ou t'as vu à la télé que, ou t'étais dans ton école et on t'a dit ce qu'il fallait faire s'il y avait un gars qui arrivait avec une arme. Ok, c'est bon, je m'affole pas. Du coup, notre amygdale va libérer deux neurohormones, un neurotransmetteur qu'on appelle l'adrénaline. Vous savez ce que c'est, l'adrénaline, hein, c'est quelque chose de tout à fait physiologique. Un petit animal qui est attaqué par un gros animal, il va libérer de l'adrénaline, et du coup, dans tout son organisme, donc ses pupilles vont se dilater, il va voir mieux, le sang, il va y avoir une vasodilatation, le sang va aller directement aux muscles, etc. Et hop, il peut partir plus vite, ou il peut affronter son adversaire. Si c'est un petit lapin et que c'est un ours, il va plutôt se carapater. En même temps, il va y avoir une libération là, de ce qui est plus une hormone, qui est le cortisol. Donc le cortisol, lui, va avoir une action plutôt sur l'ensemble de l'organisme, comme c'est une hormone, donc elle voyage à travers le sang, à travers notre organisme, et elle va aller dans informer un petit peu. Et donc, c'est ça qui va permettre la mobilisation des ressources et ce qu'on appelle la fameuse réaction de stress adaptée. Si on avance... Donc là, réaction de stress adaptée, consolidation de l'expérience de manière positive, qui va venir dans notre hippocampe, vous l'avez compris, et la prochaine fois que ça arrive, encore plus vite, on va bien réagir et mieux réagir. Ensuite, il n'y a rien. Alors, on n'est plus dans une situation de danger, on est dans un traumatisme psychique. On a toujours le même système. Mais qu'est-ce qui se passe? Allons-y.
il y a un court-circuitage entre le thalamus et le cortex associatif. C'est-à-dire c'est bloqué et on n'a pas accès à ce moment-là, parce qu'on est débordé par nos émotions, on n'a pas accès à l'hippocampe et à notre cerveau rationnel et conscient, à notre mémoire rationnelle et conscient. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Allons-y. Donc ça, c'est la déconnexion. On a un blocage. En fait, on a en post-traumatique immédiat un blocage de la libération d'adrénaline et de cortisol. Et donc, avec pour conséquence ce fameux état de sidération ou de dissociation péritraumatique. Alors, l'agitation désordonnée, plus ou moins, c'est plutôt l'état de sidération et la dissociation péritraumatique qui sont les conséquences de ce blocage. Et là, vous comprenez en fait ce qui se passe en post-traumatique immédiat. Sachez que dans les jours et les semaines qui vont suivre, il va y avoir une levée de cette inhibition, et au contraire, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une augmentation de la libération et une chronicisation de la libération à la fois de cette adrénaline et de ce cortisol, qui va avoir pour conséquence de créer ce qu'on appelle un climat d'hyper-noradrénergie, c'est-à-dire trop de noradrénaline, le dérivé de l'adrénaline, ou ça, dans l'hippocampe et surtout dans l'amygdale. Et si on regarde l'amygdale d'une personne qui a un état de stress post-traumatique prolongé, on va avoir une augmentation de la taille de l'amygdale. Soit dit en passant, ce qui est un point commun avec le cerveau d'une personne qui a une dépression sévère chronique. C'est ce climat d'hyper-noradrénergie qui fait qu'on va développer ce fameux syndrome de répétition traumatique dont on avait cette hypervigilance aussi, tous les symptômes de ce syndrome de stress post-traumatique et renforcé par l'hypercortisolémie et cette augmentation du taux de cortisol, qui d'ailleurs souvent est un critère et quelque chose qu'on va aller rechercher pharmacologiquement ou par des prélèvements sanguins. Et donc tout ça, c'est ce qui va conduire à ce développement de l'état de stress post-traumatique. Et en même temps, c'est là où vous comprenez, où on peut comprendre un peu mieux aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, comment peuvent fonctionner les traitements pharmacologiques. Les traitements pharmacologiques qui vont agir justement sur cette amygdale. Principalement, les traitements qu'on utilise, en tout cas traitements de fond, c'est dans la grande majorité des cas des antidépresseurs. Il y a une molécule qu'on utilise beaucoup, qui est d'ailleurs la seule molécule qu'on peut utiliser en post-traumatique dans les heures et les jours qui suivent, c'est l'hydroxyzine, qui est un antihistaminique à la base, qu'on utilise quand on a des allergies, mais qui est utilisé pour son effet indirect, parce qu'il faut savoir que les antihistaminiques, ce qu'on appelle des anti-H1, qui agissent sur des récepteurs, qu'on appelle les récepteurs H1, et qui ont une action indirecte sur l'adrénaline, et qui vont donc réduire ce climat d'hyper-noradrénergie. Voilà, je ne veux pas aller trop loin et trop, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il nous reste 5 minutes, donc ce qui veut dire que vous avez droit à une question. Il y a une question là. Tu levais la main depuis tout à l'heure, je t'ai vu. Sauf si vous répondez hyper vite. Bonsoir. C'était une question sur les conséquences que peut avoir un trauma sur le cerveau d'un enfant, du coup, justement en construction, en fait, avec les points de repère qu'il peut avoir. Nous, comme vous le disiez tout à l'heure, on peut réussir à se réparer, on peut avoir pas mal d'outils, mais quand il est en construction, si on part du principe que c'est les seules choses, du coup, qu'ils connaissent dans des situations de violence et d'intrafamilial, comment il peut se réparer? Quels outils il y a à l'heure actuelle pour ce genre de choses?
Ça va être complexe. Alors déjà, je vais d'abord faire un petit aparté sur un événement unique. Souvent, les enfants réagissent plutôt... C'est pas si fréquent que ça, des enfants qui vont être en stress dépassé, etc. La plupart du temps, ils vivent plus ça plutôt... de manière adaptative, on va dire. Ça, c'est important déjà à savoir. Et quand on prend en charge des enfants, il y a déjà la réassurance, des choses comme ça, le laisser dans les bras de sa mère. Enfin, on voit jamais un enfant seul, par exemple. Donc, c'est des choses très, très basiques, mais qui sont hyper importantes. Chose très importante aussi, il faut nommer la mort aux enfants. Il faut dire que les gens sont morts et pas qu'ils sont partis au ciel, etc. Il y a des choses comme ça très basiques qui sont importantes à prendre en charge. Sur les traumas répétés de l'enfant, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus compliqué. Il faut dire que c'est simple à prendre en charge. Souvent, les conséquences, elles se voient chez l'âge adulte. Et c'est à l'âge adulte, c'est des gens qui vont être particulièrement fragiles. On se rend compte quand on fait l'historique, l'anamnèse, qu'ils ont vécu des traumas dans l'enfance. Donc, comment prévenir ça, c'est compliqué. On sait que des enfants qui ont été aussi exposés, pas forcément eux-mêmes victimes de violences, mais exposés à la violence de la mère par rapport au père, par exemple, des choses comme ça, sont dans des situations de danger aussi pour eux-mêmes. Oui. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais on parle d'un délai d'un mois pour parler d'état de stress post-traumatique, mais il faut savoir qu'on a des gens qui peuvent développer un état de stress post-traumatique des mois, des années, voire des fois des dizaines d'années après le traumatisme initial. Et donc il y a une prise en charge spécifique pour les enfants ou c'est les mêmes techniques que pour les adultes ? Il y a des... Ici, à Limoges, on a une prise en charge sur le psychotrauma de l'enfant. Oui, c'est des prises en charge un peu spécifiques que connaissent mieux les pédopsychiatres que nous, quoi. Maître du temps ? Ouais, je me permets de poser la dernière question, parce que c'est moi qui mets la pression sur le temps depuis tout à l'heure. Bonjour à tous. Et je voulais revenir sur les syndromes post-traumatiques par rapport aux personnes qui ont pu vivre des situations de guerre ou des situations d'attentat. D'ailleurs, regardez Rambo 1, si vous ne l'avez pas vu, en sous-texte, ça en parle pas mal. Le 2 et le 3, regardez pas. Regardez la parodie Hot Shots, au pire. Bon, bref, pardon. Parenthèse fermée. Mais je voulais vous demander, Éric Charles, est-ce que vous avez fait un suivi de certains patients 5 ans, 6 ans après les attentats, ou 10 ans, parce que ça fait plus de 10 ans déjà maintenant. Ça remonte à un moment. Est-ce que, parce qu'on parlait des bruits, par exemple de bruits de balles ou des bruits qui peuvent nous rappeler des choses et qui peuvent nous replonger dans ces traumatismes-là, est-ce qu'il y a des gens qui, ça y est, s'en sortent et peuvent réentendre le bruit d'une porte claquée et que ça ne leur rappelle pas cet événement-là, ou alors ça reste toujours au final un peu imprimé dans notre cerveau ? Tout est possible. En fait, l'évolution est quand même la grande majorité du temps favorable. Et effectivement, on peut être plus sensible, on peut rester plus sensible à des bruits. Moi, c'est vrai que j'ai l'expérience d'une personne qui, même des années après, est pas capable de venir dans mon bureau si elle regarde pas, si elle n'a pas un accès direct à la porte, et elle a mis beaucoup de temps à accepter l'idée qu'il n'y avait qu'une porte pour venir dans mon bureau et qu'il n'y avait pas une issue de secours. Mais on peut s'améliorer, on peut guérir complètement. Effectivement, dans certains cas, il y a un enquistement du traumatisme. Là, on va même aller jusqu'à parler de personnalité post-traumatique ou de névrose traumatique, avec un rapport au monde qui est différent. Et là, Nathalie l'avait dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus difficile d'accès au niveau thérapeutique. Fort heureusement, plein de gens s'en sortent et l'événement traumatique fait partie de leur histoire, fait partie de leur vie, les a façonnés probablement un peu différemment, voilà. Mais la plupart du temps vivent avec ce souvenir qui n'est pas un bon souvenir, qui est un mauvais souvenir, mais ils traversent l'épreuve et
certains, on voit aussi, il y a toujours dans des situations de crise, il y a toujours aussi des bénéfices, entre guillemets, enfin des choses qui vont être finalement positives derrière, hein, même à travers des drames. Donc heureusement, on va peut-être finir sur cette note un peu positive. Il y a plein d'évolutions qui sont très favorables. Voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. On va finir sur la note positive, c'est parfait. Merci beaucoup, docteur. Merci.